8h35, Alexis Corbière est avec nous, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière, c'est une première pour vous merci. Sur RMC et BFM TV à 8h35. Je suis content de vous recevoir. Nous allons parler du programme de Jean-Luc Mélenchon et de l'actualité. Vous êtes prof d'histoire, lycée professionnel. En lycée professionnel. Littérois d'origine. Et vous de Alès, non? C'est ça, le Gardois, du pays. Oui, Bon. Béziers, Belleville. Béziers, oui. Oui. Belleville, mais je parlais pas du maire de Béziers, pardon. Ah bon, mais vous êtes, oui, comment ça se passe? Enfin, il est populaire dans sa ville, hein? Oui, sans doute. Non, mais c'est une ville blessée par le chômage de masse, par beaucoup de choses. Oui. Ça fait partie de ces villes comme ça, dont je pense que la décentralisation a fait beaucoup de mal. Beaucoup d'emplois sont partis vers Montpellier. C'est le cas de mon père, par exemple, petit employé, il travaillait pour EDF, pour parler de ça. Oui. Tout l'emploi est parti. Aujourd'hui, c'est une ville marquée par le chômage, par un vieillissement de la population, et puis aussi, je vais dire, une immigration qui a été souvent spatialement marginalisée un peu à l'extérieur de la ville. Et puis après, une ville marquée aussi par l'histoire de l'Algérie, on va dire. Beaucoup de gens ont vécu évidemment le drame algérien comme une souffrance. Il y a des pieds noirs là-bas. Comment avez-vous vécu d'ailleurs, vous, à Béziers, vos amis ou les gens que vous connaissez, les déclarations d'Emmanuel Macron sur moi je pense que sur l'Algérie? Moi je trouve que c'est trop une opération de communication, c'est un sujet sérieux d'arriver comme ça en disant que c'est un crime contre l'humanité, ça n'a pas de sens de mon point de vue. Particulièrement la question algérienne, c'est 130 ans d'histoire. Oui. Moi je suis évidemment contre le colonialisme, évidemment l'Algérie c'était pas la France, j'ai envie de dire, si ça l'avait été, peut-être que l'histoire aurait été différente, mais évidemment il y avait un fait colonial, mais c'est une histoire qui... La colonisation, c'est un crime contre l'humanité? Je le dirais pas comme ça, non, ça n'a pas de sens. Un crime contre l'humanité, c'est une catégorie juridique assez précise. Bien. Mais après, il y a eu durant la colonisation des massacres coloniaux, c'est une évidence. Un crime contre l'humain. Oui, non, mais c'est ça que je lui reproche. Sur un sujet comme ça, tu fais pas le matin un crime contre l'humanité, le soir crime contre l'humain, et à l'arrivée du bruit et pas grand-chose. Alexis Corbière, 356 parrainages pour Jean-Luc Mélenchon. Dites-moi, 356, il en faut 500. Hein. Ouais. Bon travail. Vous les aurez? On les aura. Mais sûr? Ah je veux dire, le jour où on les aura, d'accord, mais non mais moi j'ai confiance. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a là déployé beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. C'est un système qui est assez baroque, hein, c'est-à-dire que des grands candidats comme Jean-Luc Mélenchon se retrouvent malgré tout dans la nécessité de faire ça avec sérieux parce qu'on est aidé par personne. Et moi, ce dont je suis fier, c'est qu'on va y arriver et on aura démontré qu'on y arrive tout seul. Donc, à bon entendeur, salut. Eh bien, écoutez, tous les pointages que nous faisons, il y a toute une équipe qui bosse bien sous l'autorité de mon ami Gabriel Amar. On fait, pour l'instant, ça remonte bien, mais admettez que ce système quand même devient un peu étrange, c'est-à-dire que moi je vous dis que je suis en confiance parce qu'évidemment c'est mon rôle et que franchement tous les éléments amènent à se dire qu'on va y arriver, mais c'est pas normal que on soit dans ces petites difficultés parfois et que le filtre en vérité, parce qu'on m'avait expliqué qu'il y avait un filtre des élus. Je vois que malgré tout il y a des candidats. Je n'ai aucun mépris pour tous les candidats, mais qui sont peut-être moins, qui ont une assise sociale moins importante, qui sont en train d'y arriver. Donc moi ce que j'ai observé, et ce que j'ai pas aimé durant cette quête des signatures, c'est que beaucoup de maires nous disaient moi je signerais bien Mélenchon, mais j'ai pas envie d'avoir de difficultés avec mon président de communauté d'agglo, etc. Bon, il faut arrêter. C'est une des manifestations du caractère, selon moi, autoritaire de la Ve République. Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, l'accord était-il impossible, franchement? Écoutez... Ou est-ce qu'il l'est devenu impossible? Benoît Hamon, c'est le candidat du Parti Socialiste, et je vais vous dire, je ne crois pas qu'après 5 ans de François Hollande, il soit possible aujourd'hui de se rassembler derrière un candidat du PS, et Benoît Hamon, sitôt qu'il a été désigné candidat, a toujours dit que c'est derrière lui qu'il ne voyait que le rassemblement possible. Donc moi je crois que par rapport à ce que nous sommes en train de vivre... C'était une guerre d'ego? Non, justement, c'est que de la politique. Franchement. Si c'était Est-ce que Jean-Luc Mélenchon était prêt à s'effacer? Mais parce que tout ça n'avait aucun sens. Est-ce qu'il était prêt à s'effacer? Écoutez, le problème ne s'est jamais posé comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Il fallait bien que l'un des deux s'efface. J'entends bien. Mais d'abord, c'est un raisonnement politique qu'il fallait poser. Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce qui se passe. Un électeur sur deux n'a pas fait de choix. Et ils seront la clé de tout. Ceux qui sont sans doute en train de nous regarder. Dégoûtés par ce qui a eu lieu. Dégoûtés notamment par 5 ans de gouvernement Hollande. Et nous, ce que nous avons dit, c'est pour aller chercher ces électeurs, pour qu'ils se mobilisent. Il faut incarner un vote qui va vraiment marquer une rupture avec ce qui a été fait précédemment. Et dès le point de départ, me semble-t-il, Benoît Hamon, lui, a voulu faire un peu, être garant de l'unité de sa famille politique. Et d'ailleurs, quand nous avons engagé une forme de dialogue avec Benoît Hamon, vous vous souvenez, on a adressé une lettre dans laquelle on disait notamment, est-ce qu'il est crédible que les députés que va soutenir Benoît Hamon sont à plus de 70% les mêmes que ceux qui, depuis 2012, ont soutenu François Hollande et qui donc sont
si je puis dire, dans la continuité de ce qu'a fait François Hollande, est-ce que c'est crédible à la fois de dire que on a un programme peut-être en entre le marteau et l'enclume, entre Macron et ça qui est le marteau, je ne sais pas, entre Macron et Mélenchon. Voilà. Mais ça correspond pas au moment dans lequel on est. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à la situation politique. C'est pourquoi il faut placer d'abord un raisonnement. La question des hommes vient après. Et il n'a jamais été une question d'ego. Non, mais je vous promets. Pour Jean-Luc Mélenchon, la question des hommes vient après. Parce que tout le monde dit qu'il a un ego surdimensionné. Non, je vais vous dire. Vous le connaissez bien ? Oui, depuis plus de 20 ans. Oui. Et je m'honore d'être à ses côtés. Et c'est un homme qui a démontré par son courage, sa détermination, sa cohérence et sa continuité que toujours il a cherché à se mettre au service d'une idée et d'une cause. Si ça avait été une question d'ego... Il aurait pu se mettre au service de Benoît Hamon. D'une cause qu'on aurait pu faire ensemble, à condition que la cause soit la rupture et la capacité. Parce que là, vous m'amenez dans une discussion, je comprends, hein, mais qui est beaucoup marquée par les appareils, entendez-vous. Alors que ce pays est dans un état de grande turbulence et que j'ai envie de dire que ce qui caractérise ce qui est en train d'avoir lieu, c'est la mort des deux piliers de la Ve République, le Parti Socialiste et les Républicains. On dirait Emmanuel Macron qui parle là, tiens. Bah écoutez... Là, vous vous rejoignez sur ce point. Je l'ai jamais entendu dire les choses comme ça, premièrement, mais enfin qu'importe. Et je vais essayer de développer des idées sans qu'immédiatement. Non, mais ce que je veux dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est important ce que je suis en train de dire là, parce que sans doute qu'une page est en train de se tourner durant cette élection, et ça va avoir des conséquences sur la suite. Ça marque une forme de turbulence politique, de colère, de ce que j'ai appelé à un moment donné aussi une forme de volonté de dégagisme. De gauche irréconciliable. Je le pose pas. C'est ce que disait Manuel Valls. De gauche irréconciliable. Non, mais ça m'intéresse plus de parler comme ça. Non, parce que je veux m'adresser à travers ce micro, mais on parle du programme. Oui. Parce que le programme, c'est aussi une question d'orientation et de stratégie. Je veux, et Jean-Luc Mélenchon veut s'adresser à tous les Français, même à ceux qui peut-être ne se disent pas de gauche. C'est important. Je ne veux pas chercher à rassembler tous les petits partis de gauche dans un accord législatif. Je veux parler à 44,6 millions d'électeurs. Et il y a plus d'un tiers de nos concitoyens aujourd'hui qui ne se latéralisent plus, c'est-à-dire qui ne se positionnent plus spontanément comme étant de gauche ou de droite. Je suis un homme de gauche. Je ne cache pas mon identité politique. Mais je dis, l'ambition que j'ai pour ce pays, par rapport au moment dans lequel il est, aux difficultés qu'il est, mes propositions d'en finir avec la monarchie républicaine de la Ve République, d'aller vers un meilleur partage des richesses, d'avoir des propositions écologique par rapport au productivisme peut intéresser tous les Français, quel que soit jusque-là leur vote précédent. Donc c'est pas la même stratégie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est pourquoi nous avons développé... Non mais alors, si ce que je suis en train de dire là se voit buter au fait que des gens viennent me dire « Oui, mais tu comprends, il faut s'allier, notamment avec le parti qui a mené une politique depuis 2012, quand même, qui est assez... qui a violenté ce pays », eh bien vous avez des millions de gens qui peuvent être disponibles à venir avec moi, mais qui vont dire « Attends, tu es en train de recycler les amis de la rue de Solferino ». C'est ça la difficulté, j'ai envie de dire, pas tellement la mienne, mais celle dans laquelle se retrouve aujourd'hui enfermé Benoît Hamon, me semble-t-il. Deux questions politiques et ensuite nous passons au programme de Jean-Luc Mélenchon. Si Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont au second tour, pour qui votez-vous ? Je veux plus répondre à ça comme ça. Vous ne répondez pas. Non, je vais vous dire une chose. Vous ne choisissez pas. Moi, il n'y aura jamais une voix qui ira au Front National. Mais vous choisirez ou pas ? Est-ce que vous choisirez ? On s'exprimera. Mais ce que je veux pas, là encore, je ne pratique pas la langue de bois. Mais je ne veux pas. Non, je vais vous dire pour quelle raison. C'est que je ne veux pas, avant que le premier tour ait lieu, d'ores et déjà me retrouver dans une situation où il faut annoncer un second tour et participer à ce décor politique. Si parce que Le Pen face à François Fillon, parce que le même exercice, vous ne le faites pas avec les autres en disant si Jean-Luc Mélenchon était au second tour. Non, je vous ai jamais entendu le dire. Donc vous comprenez que moi je suis porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et je ne vais pas alimenter une espèce de machine, comment dirais-je, idéologique qui fonctionne beaucoup avec pour toile de fond les sondages, en consistant à dire le second tour et quoi qu'il arrive, celui que je suis en train de vous dire. La question des sondages et l'injonction des sondages, c'est-à-dire le fait que chaque citoyen devient sous influence parce qu'on lui dit allez, le second tour ça va être entre tel et un tel, donc fais un vote utile, ne vote pas pour tes idées. Peut-être Marine Le Pen, François Fillon. Hein. Et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon ? Donc je veux jusqu'au premier tour me battre là-dessus. Je suis un homme de conviction, franchement. J'insiste là-dessus. Et quand je dis ça, à travers moi, les 250 000 personnes qui sont dans la France insoumise. Et c'est une réponse aussi par rapport à ce que vous disiez sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Si on voulait faire carrière, on serait pas là où on est. Tous ceux qui veulent faire carrière. Qu'est-ce que vous auriez fait si... écoutez, moi je pense que dès 2012, rentrer au gouvernement de Monsieur Hollande, par exemple, c'était pas une difficulté. Si nous avions voulu, comment dirais-je, obtenir des ministères, vous comprenez ? Depuis le début, ce qui nous caractérise, c'est une forme de résistance et de continuité, de cohérence. Donc c'est d'abord ça. Et après, une ambition pour le pays. Alors, encore une question. Est-ce que vous demandez, comme Christian Jacob, au parquet national français, de se saisir rapidement de l'affaire des soupçons de favoritisme autour du déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas quand il était ministre ? La justice doit faire son travail pour tout le monde.
Bon, d'accord. Le 18 mars, défilé, rassemblement à la Bastille, c'est cela? Moment fort de la campagne. Oui. Le 18 mars, on va manifester pour la 6e République, pour abolir la monarchie présidentielle qu'est la 5e République. Donc j'invite tous ceux qui se retrouvent dans notre campagne, et puis même au-delà, à venir avec nous. On partira de la place de la Bastille, on ira place de la République, et il y aura un grand discours de Jean-Luc Mélenchon au pied de la statue de la République, qui est un des plus beaux, peut-être, bâtiments et monuments de Paris. Hein. Et pourquoi c'est important? Parce que je crois que ce qui surplombe tout ce dont on discute depuis le début de notre entretien, et puis l'affaire Fillon, etc., c'est la décomposition de cette 5e République, de nos institutions. Et on est dans un moment très particulier. Soit c'est une issue violente qui est possible à tout ça. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, cette colère contre les élus, cette volonté ce ras-le-bol qui s'exprime contre des comportements non vertueux, ça peut mal finir. Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que ce soit par une issue pacifique, démocratique, conforme à notre histoire. Vous l'avez dit, je suis professeur d'histoire. Notre pays a su, dans certains moments, faire convoquer des assemblées constituantes. Et notamment spécialiste de la Révolution. Oui, mais c'est passionnant. Le peuple est devenu souverain. Nous avons pris, en quelque sorte, le pouvoir de la tête du roi, la couronne, nous l'avons pris entre les mains du peuple. C'est pas Robespierre, quand même, Jean-Luc Mélenchon. Vous parlez de Robespierre, mais par ailleurs... Non, mais Robespierre, en plus, vous savez bien, moi, c'est d'abord celui qui a lutté pour l'égalité sociale et qui était incorruptible. En 2017, ça garde peut-être une certaine actualité. Incorruptible. Enfin, on va pas. Non, mais j'entends bien, mais moi, mais attendez, mais je termine. Oui. L'Assemblée constituante, c'est important pour passer en 6e République. Parce que si on se redéfinit comme peuple, on va pouvoir discuter c'est quoi les droits qu'on veut. Imaginez, moi je propose des droits nouveaux. Le droit de rappeler les élus en cours de mandat, de les révoquer éventuellement. Ça pourrait créer une fois de plus des cercles vertueux. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui est l'élément le plus terrible? C'est qu'on vote pour des gens, que ce soit M. Sarkozy ou M. Hollande, qui une fois élus ne font pas ce pourquoi ils ont été élus. Et durant le mandat, ils se retrouvent parfois en situation d'irresponsabilité. En quelque sorte, je suis intouchable. Et moi, je crois que nous pouvons, vous et moi, et puis tous ceux qui nous regardent, rester des citoyens actifs, même durant le mandat. Le droit de révoquer les élus, qui est une des propositions fortes que nous faisons dans cette nouvelle 6e République, qui serait que, pourquoi pas, à partir de la mi-mandat, on va pas faire on pourrait très bien, si un certain nombre de citoyens le demandent, demander à ce que l'élection soit refaite. Et si la personne est relégitimité, elle continue, mais si elle est révoquée, on peut changer. Et ça, je crois que ça je vais revenir sur le programme. Actif. Là, on est sur le programme. Hein. Bon, sur le programme, oui, je sais. Sur le programme économique, je vais revenir. Mais l'Europe, est-ce qu'on relance la construction européenne par une politique de défense commune? Non, clairement. Bah, écoutez, il y a une actualité à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on voit bien là que le monde est agité. Vous l'avez vu. Attendez, il faut évidemment... Trump, Poutine et d'autres. Il faut évidemment une défense militaire. Et l'indépendance de la France, elle passe par le fait que nous avons aujourd'hui une défense qui doit être... Est-ce qu'il faut renforcer d'ailleurs cette défense? Oui, il faut lui donner les moyens, sans aucun doute, d'être renforcée. Et moi, je suis bien entendu un pacifiste, mais je pense qu'il faut aussi que nous ayons une armée qui garantisse notre indépendance et qui permette que la France continue à jouer un rôle diplomatique important. Donc on renforce le budget de l'armée, de la défense, enfin, etc. Effectivement, etc. Qui a été fort malmené. Et on évite en plus cette forme parfois de privatisation, de certaines choses. Mais je vais à votre question. Oui. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a une Europe de plus en plus libérale, qui n'a plus aucun projet commun entre les pays, qui a abandonné toute volonté d'harmonisation fiscale. La défense Alors européenne. voilà. Et le seul projet dont on est en train de nous parler aujourd'hui, c'est soit la mise en place d'un parlement pour la zone euro. Certains l'ont proposé, Monsieur Hollande. J'ai même vu que le candidat socialiste le reprenait. Et puis deuxièmement, une défense commune. Mais une défense commune qui viserait en quelque sorte à créer un état-major au niveau européen, qui serait en plus intégré parce que je crois qu'il n'est pas bon que nous ayons aujourd'hui une entité qui se mette en place où nous déléguions en quelque sorte notre souveraineté à d'autres personnes et notamment dans un lien avec l'OTAN. Oui. Mais la paix, elle se fera. Premièrement, ne créons pas des instances belligènes qui rapidement, pour justifier leur propre existence, chercheront en quelque sorte pour être déclencheurs de conflits. Et deuxièmement, je vais vous dire les choses. Je veux que la France reste indépendante parce que nous avons notre propre diplomatie. Et je ne veux pas être embarqué dans un conflit avec certains pays, notamment, je veux dire, par rapport je pense à la Russie, au nom du fait qu'aujourd'hui... Personne ne parle de conflit avec la Russie, non? Vous plaisantez. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, vous avez certains... Il n'y a pas une tension qui est entretenue? Si, il y a une tension en Ukraine. Donc mais est-ce qu'il y a aujourd'hui en France un homme politique qui parle de conflit avec la Russie, franchement? Non, mais si nous nous retrouvions... Mais non, premièrement, il y en a. J'ai le sentiment qu'il y a un climat qui est entretenu. Mais deuxièmement, ce que je veux par rapport à ça, c'est que nous gardions notre souveraineté sur le plan diplomatique. Si nous créons un état-major européen, une défense européenne, nous risquons de nous retrouver peut-être embarqués dans certains conflits que nous ne voudrions pas. Donc c'est une affaire sérieuse. Et deuxièmement, moi je regrette qu'aujourd'hui le seul projet européen que nous ayons à proposer,
C'est soit l'Europe de la finance, avec ce Parlement de la zone euro que j'évoquais, et une Europe en quelque sorte de la guerre. Franchement, ce qui va réconcilier les peuples avec l'Europe, et je ne sais plus si on en est, c'est encore possible, c'est des projets sociaux, des projets écologiques. C'est pas le fait de dire que nous allons mettre en quelque sorte plus notre défense militaire sociale, plus d'Europe environnementale, plus d'Europe. Oui, c'est la bagarre que nous allons mener. Mais je ne déformez pas mon propos. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui pour engager clairement un rapport de force avec cette Union européenne-là, en disant que les traités aujourd'hui qui surplombent cette Europe sont illégitimes et il faut les remettre en cause. Et nous le disons clairement, l'Europe on la change ou on la quitte. Soit elle change et on arrête cette Europe libérale. Vous pourriez la quitter, vous pourriez défendre une sortie de l'Union européenne. Si nous n'étions pas entendus, imaginons Jean-Luc Mélenchon, président de la République, qui va discuter avec la Commission européenne, qui va en plus clairement engager un dialogue, notamment avec la droite allemande, qui a un point très important sur l'évolution de l'Europe. Si nous n'arrivons à rien, si sitôt que nous disons il faut en finir avec cet euro fort, sitôt que nous disons il faut aller vers une harmonisation fiscale, sociale entre les États, il faut arrêter cette concurrence au sein de l'Europe. Je rappelle que les principales délocalisations aujourd'hui en France, elles sont au sein de l'Europe, qu'il faut en finir avec la circulaire et la directive des travailleurs détachés, qui crée une concurrence ignoble entre les travailleurs. Si nous ne sommes entendus sur rien, eh bien écoutez, oui, il y aura une possible situation, mais ça c'est ce que nous appelons le plan B. Délocalisation, j'ai une pensée pour Whirlpool. Mais exactement. C'est le plan B, et je termine. Ce week-end, Jean-Luc Mélenchon sera à Rome avec des partenaires européens pour justement illustrer ce plan B, c'est-à-dire cette possibilité, parce que nous aurons des partenaires européens pour éventuellement imaginer d'autres formes de solidarité entre les États. Donc c'est pas un repli nationaliste, mais c'est par contre en finir avec cette Union européenne libérale qui fait monter la xénophobie, me semble-t-il. Alors, la France emprunte 100 milliards d'euros, si Jean-Luc Mélenchon, auprès de qui 100 milliards d'euros? La Banque Centrale Européenne, elle est là Banque pour ça. Centrale Européenne. Elle prête à des banques marchés privées. Financiers, quoi. Mais et alors les taux d'intérêt sont quasi équivalents à zéro aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Non mais oui, mais d'accord, mais alors pourquoi il ne le serait pas demain, si ce n'est par des attaques spéculatives qui seraient menées? Mais moi je crois en la politique. La Banque Centrale Européenne aujourd'hui, elle prête des milliards à des banques privées. Ce que nous disons, c'est la Banque Publique d'Investissement, nous pourrions lui attribuer une licence bancaire pour qu'elle aille emprunter auprès de la BCE. L'idée c'est du coup de manivelle en quelque sorte pour relancer l'économie. Vous savez, 100 milliards. Ne trouvez pas ce chiffre, comment dirais-je, sorti du chapeau. Du tout, il correspond exactement, ces 100 milliards, aux baisses d'investissement public depuis 5 ans. D'accord, qui chaque fois ont été rabotés au nom des politiques d'austérité. Ces 100 milliards, ils permettraient de relancer l'activité économique, de permettre qu'effectivement... 50 milliards pour l'urgence écologique, 45 pour l'urgence sociale et le logement notamment, et 5 pour les services publics. C'est ça. Embauche de fonctionnaires? Bien sûr, 200 000. Et vous avez vu l'appel des magistrats, par exemple. On peut pas passer notre temps à dire... 200 000. Vous embauchez 200 000 fonctionnaires. Ils le font. Oui. Parce que vous comme moi, quand nous allons à l'hôpital, quand nous allons devant des tribunaux, quand nous allons dans un commissariat, quand nous considérons qu'il y a beaucoup de classes où sont surchargées, vous comme moi et tous ceux qui nous écoutent en ont ras-le-bol. Il y en a assez de cette espèce de fonctionnaire bashing. C'est soi-disant économique qu'il faut faire sur la fonction publique, que nous propose d'ailleurs Monsieur Macron. Il va en supprimer 125 000. C'est peut-être des petits chiffres sur du papier, mais concrètement, tous ces fonctionnaires en moins, ça veut dire qu'il y a moins d'État, moins de services publics, moins d'égalité sur le territoire. Et c'est pas possible. Moi, j'en ai assez. Je suis père de famille. Quand je vais dans un hôpital à Paris, avec ma gamine qui est malade, d'attendre pendant des heures dans des couloirs, parce qu'effectivement, vous avez des gens âgés, etc., et un personnel hospitalier qui n'en peut plus, et qui d'ailleurs a manifesté mardi dernier contre la loi Touraine. Bon. Donc tout ça, soit on dit c'est l'ordre des choses et ça profite à qui souvent? Il y a une forme après, ceux qui ont les moyens, ils vont vers des solutions privées, ça coûte cher d'ailleurs, et puis souvent les catégories populaires, elles se retrouvent en difficulté. Moi je ne veux pas ça pour la France. L'ambition que j'ai pour ce pays, c'est que, vous savez, on se gargarise du mot de République, mais le bras armé de la République, c'est le service public. Le service public, les fonctionnaires au service du public. S'il y en a moins, eh bien c'est plus d'inégalités qui se creusent. Bon, plus de fonctionnaires. Mais c'est pas que ça notre projet. Non. Sécurité sociale professionnelle, retraite à 60 ans, remboursement à 100% des soins de santé prescrits, tout ça. Hein. Tout ça, ça a un coût considérable. Alors, remboursement à 100%. L'idée, c'est d'intégrer le travail aujourd'hui que font les mutuelles, qui sont souvent un peu, c'est un peu inégalitaire selon les moyens que vous avez. Vous avez des plus ou moins bonnes mutuelles, alors que nous pensons que aujourd'hui, ce que les services qu'assurent les mutuelles devraient être intégrés à la sécurité sociale, les soins dentaires, les lunettes, etc. Et ça coûte cher parfois les mutuelles. Vous avez des frais de fonctionnement, des frais de publicité qui sont des dépenses inutiles. Et donc il y a une forme d'impôt privé qui se développe en vérité. D'accord ? Deuxièmement, puisqu'on parle projet, moi j'aimerais insister sur ce que vous avez évoqué, cette sécurité sociale
intégrale ou sécurité sociale professionnelle. Oui. Et l'autre dispositif qui va avec, l'État employeur en dernier recours. C'est une mesure importante. Je crois qu'il est inacceptable aujourd'hui qu'un chômeur sur 2 ne soit pas indemnisé. Donc nous proposons que tous les chômeurs soient indemnisés pendant 12 mois. Et au bout de 12 mois, s'il n'a pas trouvé un emploi, nous proposons que l'État lui propose un emploi. D'accord? C'est ce que nous appelons l'État employeur en dernier ressort. Et cet emploi, cette proposition, ça pourrait avoir lieu à l'image d'un dispositif qui existe d'ores et déjà de manière expérimentale. C'est le dispositif zéro chômeur. C'est quoi? Il y a une association qui est ATD Carmonde qui sert de support à ça. L'idée, c'est que l'indemnité que toucherait actuellement le chômeur, elle peut être versée en quelque sorte à une association support qui, elle, compléterait avec ses propres trésoreries pour faire un salaire et ça remettrait au boulot des gens qui actuellement perdent des compétences et parfois même psychologiquement subissent un chômage de longue durée. On estime que ce dispositif, ça s'appellerait des contrats coopératifs, ça peut créer 850 000 emplois. On peut aller vers la fin du chômage, c'est-à-dire le chômage zéro, en réalité c'est 4 à 5%. Il y a toujours un mot, mais oui. Et c'est le cœur de tout. Nous, notre objectif, c'est créer 3 millions d'emplois. Nous ne renonçons pas dans la lutte contre le chômage. C'est fondamental, cette affaire. Il y a des formidables besoins dans ce pays. Donc vous voyez, on a beaucoup de propositions. Et j'avais amené, regardez, on a des livrets thématiques, je vous les donne tous. Allez sur le site jlm2017.fr. On aura l'occasion de recevoir Jean-Luc Mélenchon la semaine prochaine et d'entrer encore plus au cœur de son programme. Merci. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci de l'invitation. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Il est 8h56.